Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. Nous allons faire de l'acupuncture ce matin, enfin de l'acupuncture intellectuelle et urbaine avec Steve Abdelkarim. Bonjour Steve. Bonjour Philippe. Entrepreneur, formateur en développement personnel et philanthrope. Notre invité aujourd'hui c'est Idriss Aberkane. Bonjour. Bonjour. Polymath, ça vous va ? Absolument. Oui. Polymath, entrepreneur, philanthrope, investisseur, conférencier, essayiste, consultant international et éditorialiste, titulaire de 3 doctorats et président aujourd'hui de la fondation Bionirea. On en reparlera tout à l'heure. Et vous publiez votre nouveau livre qui s'appelle L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Donc quand j'ai lu votre livre, hier, je suis allé chez Sephora, figurez-vous. Je suis allé acheter un parfum Victoria's Secret. Eh oui, mais vous avez vu ce détail. C'est incroyable. J'ai cherché partout parce que ça m'avait échappé. Et moi, je voulais acheter un sac, mais qui a été retiré du commerce parce que il voulait pas qu'il soit vendu au trop grand exemplaire et faire la même erreur que Christian Dior ou Lacoste avec les bananes. Extraordinaire, parce que le niveau de détail dans lequel vous vous êtes plongé, écoutez, j'apprécie énormément. Non, Victoria's Secret, c'est parce que finalement, pour tous ceux qui luttent contre les moustiques, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait un parfum qui était plus efficace contre les moustiques que les produits. Ouais, c'est fou. Donc voilà, c'est une des anecdotes scientifiques que je rapporte dans le livre. Des scientifiques cherchaient les meilleurs parfums anti-moustiques, puisque le moustique c'est ce qui tue le plus sur Terre. Ouais. Et puis ils prennent comme test, comme contrôle, comme truc qui n'est censé ne pas marcher, un parfum Victoria's Secret, et ils se rendent compte que leur parfum Victoria's Secret marche mieux que les meilleures molécules médicales contre les moustiques au monde. Ouais. Et maintenant, comme je suis humanitaire, chaque fois que je vais en Afrique, j'ai du parfum Victoria's Secret et tout le monde me demande pourquoi tu sens la femme comme ça. Je me protège des moustiques. Je ne me vaccine plus. En plus, il a un nom affreux, il s'appelle Bombshell. Ah oui, c'est ça, Bombshell, exactement. Ouais, Bombshell. On comprend pas l'obus, la bombe à fragmentation. Ouais. Ouais, c'est dingue. Il y avait comme ça aussi un parfum Calvin Klein qui s'est avéré attirer les chats, attirer les fauves. Donc quand et j'ai oublié, je crois qu'il s'appelle Obsession par Calvin Klein. Voilà, porte bien son nom. C'est un parfum qui, en fait, les photographes animaliers savent que quand ils s'en aspergent, ils vont attirer les fauves pour en prendre des photos. C'est dingue. On va parler d'écologie positive aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que quand on parle d'écologie positive, vous estimez qu'il y a une écologie qui serait négative ? Ouais, je dis plutôt punitive en fait. C'est-à-dire qu'il y a une écologie effectivement qui est pas forcément punitive en soi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention de dire ah là là les gars, flagellez-vous, mettez-vous des coups de martinet dans le dos pour expier le fait que vous avez abîmé la planète. Mais dans les faits, et je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, les patrons de PME, etc. On observe que pour les acteurs économiques, l'écologie c'est souvent perçu comme une punition. Et notamment le traitement du déchet. On le voit, sortir ses poubelles, c'est une corvée. Or, ce que je dis dans mon livre, c'est que le problème de la corvée, c'est que ça mobilise pas l'attention. La corvée, ça mobilise pas les gens. On va pas mobiliser tout un pays pour faire une corvée. Alors que la passion, ça mobilise les gens. La passion, c'est mobilisateur. Donc, le parti pris de ce livre, c'est de dire l'écologie doit être une passion. Pas seulement parce que ça sera agréable, mais parce que c'est la seule façon qui la fera fonctionner. La seule façon de sauver la planète est d'en faire une passion, pas une corvée. À un moment, vous dites, ça m'a beaucoup intrigué, vous dites le philosophe El-Razali ou l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ, et j'invite les gens à les lire, ont théorisé ce qu'on a aussi appelé plus tard la rivalité des biens immatériel. Pouvez-vous en dire plus ? C'est vrai, dans l'académisme un peu obscur, on aime bien mettre des trucs ésotériques. En économie, aujourd'hui, on dit c'est la rivalité des biens matériels. Bon, concrètement, quand on partage quelque chose de matériel, on le divise, et quand on partage quelque chose de non matériel, on le multiplie. Par exemple, cette émission là-bas, on est en train de l'enregistrer, elle est immatérielle, c'est de la parole. Du coup, on peut l'envoyer à autant de gens qu'on veut, ça ne la divise pas. Alors que si on partageait avec nos auditeurs une pizza, eh bien évidemment, ça ferait pas beaucoup de pizza pour chaque auditeur. Donc quand on partage une pizza, on la divise. S'il y a 100 personnes et une seule pizza, chaque personne a 1 centième de pizza. Mais s'il y a un discours, une pizza de parole, eh bien il peut y avoir 100, 200, 2000, 2 millions de personnes. Ça ne change pas la quantité de discours que chacun reçoit. Typiquement, votre montre, vous pouvez la donner une seule fois. Si vous voulez donner votre montre, c'est un truc matériel, vous pouvez la donner une seule fois. Mais l'heure, vous pouvez la donner autant de fois que vous voulez dans la journée. Et c'est ça, tout le sujet de mon bouquin, c'est que la nature, il faut arrêter de la voir seulement comme un bien matériel. La nature, faut arrêter de la voir seulement comme une source de bois, comme une source de cellulose, comme une source de matière. La nature, elle rapporte beaucoup plus quand on la voit comme une source de connaissances. Les connaissances issues de la nature valent beaucoup plus cher. On le voit aujourd'hui avec Apple, qui sort des puces dites neuromorphiques, donc inspirées des neurones. On le voit avec Apple aussi, j'en parle dans le bouquin, qui sort des écrans
qui achètent, ils sont pas encore sortis, mais qui achetaient une technologie d'écran inspirée des ailes de papillons, en s'inspirant de la façon dont les papillons produisent des couleurs avec leurs ailes. Eh bien, la société Qualcomm a produit un écran qui vaut des milliards et Apple l'a racheté pour ce prix-là. Eh bien, la nature, si on l'utilise comme source de connaissances, elle va nous rapporter beaucoup plus que si on l'utilise juste comme une source de matière. On oppose souvent l'économie et l'écologie. Ouais. Alors ça aussi, c'est le propos de votre livre. Vous dites que finalement, il faut pas les opposer et que plutôt que de montrer du doigt les industriels, il faudrait peut-être désinstaller et reprogrammer leur logiciel. Ouais, il faut vraiment que, de toute façon, les industriels et les écologistes travaillent ensemble. D'ailleurs, quand ils le font, ça donne des résultats extraordinaires comme Gunther Pauli. Gunther Pauli qui est mon mentor et qui est industriel et qui en même temps dit un jour les déchets appartiendront au musée. Un jour, il faudra emmener ses enfants au musée pour voir des déchets. Écologie et économie, ça a la même racine en étymologie. C'est le éco grec qui veut dire oikos, terre habitée, qui a donné le terme aussi œcuménisme en dialogue interreligieux. Et donc oui, au départ, les économistes, c'est des écologistes. C'est au XVIIIe siècle des Français qui s'intéressent à la façon dont les abbayes notamment produisent des richesses, avec les jardins, avec alors, tous les produits qu'on trouvait dans les abbayes, fromage, papier, bière, etc. Et ils s'intéressaient à la richesse qui sort du sol. En gros, j'ai un lopin de terre, combien de richesse il va produire? Ils se font appeler donc les échos, donc écho la terre habitée, nomistes et mesureurs de ce qui sort de la terre, mais en fait c'est vraiment de l'écologie qu'ils font. Et aujourd'hui, il faut réconcilier les deux parce que le meilleur créateur de richesse sur Terre, qu'on le veuille ou non, c'est la nature. Et donc, quand un industriel veut faire de l'emploi, mais veut créer de la richesse, aujourd'hui, plus il s'inspirera de la nature, plus il va être riche. Donc, il faut arrêter d'opposer les deux. Et les égonomistes alors? Eh oui, voilà, je trouve que effectivement le vrai problème dans le monde, c'est l'égonomie, l'économie de l'ego. Gandhi, qui avait dit il y a assez de richesses sur terre pour nourrir tout le monde, mais pas l'ego de tout le monde. Et le vrai problème, c'est l'ego, effectivement. Mais l'ego a tendance à nous diriger évidemment dans des directions qui sont mauvaises. On croit que notre modèle industriel est le meilleur, mais pas du tout. Notre modèle industriel, il faut bien comprendre que c'est juste un croquis, c'est une esquisse, il n'est pas parfait. Or, qu'est-ce qu'il fait un bon artiste quand il a fait un croquis, quand il a fait une esquisse? Surtout pas, il l'encadre et il le met au mur, mais il repeint par-dessus. Bon, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut repeindre par-dessus notre économie actuelle. Faut pas la détruire complètement, mais il va falloir effectivement la retravailler. Et la bonne nouvelle, c'est que l'œuvre d'art économique, l'œuvre avec laquelle on va se retrouver une fois qu'on aura peint par-dessus, va être bien meilleure que ce qu'on a actuellement. Alors, on a passé la nuit avec Philippe à lire le livre. On aurait pu y passer un mois, je pense. Il est vraiment magnifique. J'invite les gens à le lire. C'est une vraie bibliothèque d'Alexandrie. Je tiens à dire qu'on l'a pas lu ensemble. Non, voilà. Calmons-nous. Parce que si vous dites on a passé la nuit à lire le livre, non, on se calme. Ouais. On était chacun chez nous. Je suis content d'avoir rapproché les gens. On s'envoyait des textos, etc., avec des citations. Et si on avait un espèce de calculateur avec, parce qu'il y a énormément de citations, ça renvoie à beaucoup de choses et c'est très riche. Donc il y a Gunther Pauli, il y a Idriss Shah. Est-ce que vous pouvez nous dire encore quelques autres personnages, des petites anecdotes? Jimmy Carter, vraiment, j'ai appris des choses incroyables. Ouais, je parle de Janine Benyus, qui est la mère du biomimétisme moderne. Je parle évidemment des sources du biomimétisme, avec notamment la Tour Eiffel, qui est inspirée de l'os humain. C'est toute une aventure, ça. L'époque où on se met à faire des bâtiments ultra légers. Et la Tour Eiffel est ultra légère, puisqu'elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Je vais répéter ça pour nos auditeurs. Si vous faites un cylindre donc qui part des pieds de la Tour Eiffel jusqu'au sommet, ce volume d'air à 25 degrés, il est plus lourd que la tour elle-même. Ça, c'est complètement nouveau et ça a été rendu possible parce que l'ingénieur de Eiffel, il avait étudié la structure de l'os humain. Et quand on étudie la structure de l'os humain, on arrive à faire des structures ultra légères et c'est encore étudié aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des mousses métalliques, on fait des métaux ultra légers, il y a un matériau qu'on appelle le micro-lattice qui est inspiré notamment des pissenlits. C'est une mousse de métal tellement légère qu'on peut la poser justement sur une fleur de pissenlit. Vous savez, le pissenlit, quand on souffle dessus, là, c'est vraiment très léger. Eh bien, c'est un métal, on peut le poser dessus, ça ne déformera pas le pissenlit. Donc, il y a des solutions technologiques aujourd'hui qu'on arrive à faire grâce à la nature. Et moi, évidemment, dans ma société qui s'appelle General Bionics, je m'intéresse notamment au fret aérien à bas coût, j'en parle dans mon livre, la capacité en fait à avoir des conteneurs dans le ciel. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable au XXIe siècle, d'avoir des porte-conteneurs qui seraient dans le ciel, comme des montgolfières en fait, avec tout un tas de matériaux ultra légers qu'on arrive à créer aujourd'hui, l'aérogel
notamment, dont je parle dans mon livre, sachez juste que si on arrivait à faire ça, la face du monde serait changée. Hein. L'histoire mondiale, elle est déterminée par les routes commerciales. Ça, tout le monde sait ça. L'histoire du monde, elle est ponctuée par les routes commerciales. Napoléon entre autres, mais veut contrôler l'Europe pour les routes commerciales, fait un blocus avec les Anglais. Christophe Colomb découvre entre guillemets l'Amérique. On sait bien qu'il l'a pas découverte. Hein. Les Amérindiens étaient là les premiers, et puis les Vikings étaient là arrivés avant lui. Mais Christophe Colomb. Mais pourquoi finalement? Parce que vous vous interrogez en parlant de Christophe Colomb, parce que vous dites qu'aujourd'hui on vit une deuxième renaissance. Oui. Donc. Ouais. Et qu'on fait démarrer la Renaissance à 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Par Christophe Colomb. Et vous dites que tout le monde sait que Christophe Colomb finalement l'a pas découvert. C'est vrai. Oui, alors toute une partie là-dessus. Pourquoi on continue avec justement cette contre-vérité? Parce que les historiens ont besoin de repères, et puis l'histoire, elle a un rôle politique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire que dans la mesure où il y a des programmes, tous les pays n'ont pas des programmes au passage. En Suisse, il n'y a pas de programme, par exemple. En Suisse, c'est les cantons qui déterminent ce qui doit être enseigné, mais en France par exemple, et puis dans beaucoup de pays il y a des programmes, donc on fixe des repères. Et c'est pas forcément mauvais de dire que la Renaissance elle commence en 1492, mais la réalité est toujours plus compliquée que ça, c'est-à-dire que en fait il y a eu une continuité avec les savants arabes qui vont retraduire les Grecs, et puis qui vont améliorer ce que les Grecs ont écrit, et puis on a les grands comptables et financiers et commerçants juifs, notamment en Andalousie avec Maïmonide, qui travaillaient ensemble. Il faut savoir que à chaque fois que les Arabes et les Juifs ont travaillé ensemble, ça a été une période extraordinairement féconde sur le plan intellectuel. C'est quelque chose que l'histoire répète inlassablement aujourd'hui. Et donc on a l'Andalousie, et l'Andalousie, donc on a de l'innovation mathématique, pardonnez-moi, on a aussi de l'innovation bien sûr philosophique. Et puis ça va semer les germes de la Renaissance. Et la Renaissance en Europe, oui, on dit que c'est 1492, mais c'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas tout à fait vrai, c'est plus continu. Mais bon, les gens ont besoin d'un marqueur comme ça, d'une date précise, et ça vous donne 1492. Mais bon, la Renaissance, c'est plus long que ça. C'est tout à fait correct de dire que la Renaissance, ça commence même dès Bagdad, en fait. Ça commence à Bagdad au 9e siècle. Alors, attendez, Bagdad Technopole, on va vous laisser boire un peu parce que c'est Kevin Kline attire les chats. Il faut absolument qu'on se débarrasse du chat. Ouais, que j'ai dans la gorge. Ouais, c'est même un tigre, là. La nature se venge, là. À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Idrissa Berkane est avec nous jusqu'à 13h pour parler de son nouveau livre. Ça s'appelle L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive chez Robert Laffont. Steve Abdelkarim est avec nous aujourd'hui. C'est un livre sur l'économie de la connaissance. Alors, vous dites que finalement, la connaissance n'est rien sans la sagesse. Pourquoi vous commencez pas par écrire un livre sur la sagesse plutôt? J'ai commencé en fait. Mon premier livre qui s'appelait Libérer votre cerveau, son sous-titre c'était traiter de neurosagesse pour changer l'école et la société. Et ça, je savais d'entrée de jeu que parler de neurosagesse, mettre ces deux mots ensemble, ça allait être un petit peu comme se pointer dans le no man's land en 1916 entre les tranchées allemandes et les tranchées françaises avec une lanterne sur le dos, parce que mélanger sagesse et science, c'est quelque chose qu'on n'aime pas aujourd'hui. Et autant la Renaissance, évidemment, la grande époque en Europe, et aussi donc dans toute l'ère méditerranéenne où la science a le plus progressé, était une époque où on parlait de sagesse et de science en même temps. Et rien qu'en France, puisque là on est sur une radio francophone, eh bien il y avait le grand Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Sagesse et connaissance, c'était Isaac Asimov, le père des lois de la robotique, ce grand auteur de science-fiction, qui disait « Une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction ». C'est fort ce qu'il raconte, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction. Et il a tout à fait raison, c'est-à-dire que toutes les civilisations qui ont excellé scientifiquement et qui ont oublié la sagesse, elles se sont auto-détruites. On le voit même avec la civilisation romaine, qui était sur le plan technique remarquable, et le niveau de science des Romains, il faudra des siècles avant de l'atteindre à nouveau. Vous savez qu'ils connaissaient le béton. Les Romains, ils savaient faire du béton, pas du béton armé,
au passage d'ailleurs le béton armé est une invention bio-inspirée. C'est un jardinier qui s'inspirait des nervures des feuilles pour faire un béton armé. Je ferme la parenthèse. Les Romains maîtrisaient le béton, les aqueducs, les terres, mais il faudra des siècles avant que on revienne à ce niveau d'exigence en Europe. Et pourtant, la civilisation romaine s'est effondrée sur elle-même. Si on veut pas que la même chose nous arrive, il est urgent de mettre de la sagesse dans la science. Et on observe malheureusement aujourd'hui que ce n'est pas une préoccupation du monde scientifique. Alors on a parlé tout à l'heure de 1492, de l'histoire. Il y a aussi une partie qui m'a beaucoup plu quand vous parlez de la matière noire. Vous dites c'est dans le monde académique une façon de dire j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est vrai. Et puisque la vraie science c'est une ignorance qui se sait. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Parce que là, on a fait l'histoire, maintenant on arrive dans la matière noire. C'est une ignorance qui se sait. Aujourd'hui, bien sûr, on commence à comprendre un peu l'idée que l'univers est structuré par un truc qu'on ignore complètement, qui s'appelle la matière noire. En plus, vous savez que c'est un sujet qui était hautement controversé pendant longtemps, mais qui est aujourd'hui complètement admis comme sujet de recherche. Y a-t-il de la biochimie et de la chimie noire? C'est un sujet absolument fascinant. Y a-t-il du calcul quantique dans le cerveau? J'avais fait un éditorial dans Le Point là-dessus en citant des études tout à fait rigoureuses et sérieuses, aussi bien japonaises qu'américaines. Et il y a comme ça des idées, voilà, qui sont d'un coup, ridicules, dangereux, évidents. C'est mon cheval de bataille. Tout progrès, aussi bien intellectuel que scientifique, légal, religieux, etc., passe par ces 3 étapes. Schopenhauer avait dit ça. Toute vérité, elle commence par être ridiculisée, puis ensuite elle est violemment attaquée, et puis finalement elle est admise comme évidente. Par exemple, il y a un scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Fritz Zwicky. Il était complètement fou, cet homme, mais c'était un scientifique brillant. Il avait théorisé comme ça, purement sur le papier, sans aucun appareil. Il avait imaginé les étoiles à neutrons, les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire, et tout le monde l'avait pris pour un dingue. Mais comme il se comportait déjà comme un dingue, ça passait. Ouais. On le voyait arriver comme ça. Une fois sur un terrain d'aviation, il y a des turbulences, donc les avions ont du mal à décoller. Puis il sort son Colt et puis il tire comme ça dans le ciel pour essayer d'enlever les turbulences. Évidemment, ça marche pas. Mais bon, le type est fêlé. Mais à côté de ces comportements de diva complètement dingues, eh bien, il a des découvertes majeures et il va falloir 45 ans avant qu'on commence à prendre ces découvertes au sérieux. Ouais, mais c'est ça la vraie science. Ouais. Alors d'un autre côté, il y a une grosse partie en fait qui est pour moi qui suis entrepreneur qui qui m'a beaucoup plu. Mais il y a un moment en fait, il y a deux gros morceaux où j'ai failli me mettre en position latérale de sécurité quand je les ai lus. Merci. Et la deuxième fois, j'ai failli faire un AVC. Merci ou pas d'ailleurs. Ouais. Et la première, c'est les suiveurs lisent les manuels, les leaders les écrivent. Ouais. Et la deuxième, c'est Elon Musk, et sans doute l'Alexandre le Grand du management, avec toute la partie sur Elon Musk, Tesla. C'est quoi le modèle de Tesla là avec le moteur qui peut j'ai oublié le nom. Ah, le moteur triphasé, le moteur. Voilà, exactement. Je suis parti sur Internet, j'ai regardé les photos, c'est un bolide. C'est vrai que c'est un truc de fou, ouais, parce que les voitures Tesla, donc il se trouve que dans nos bureaux en Suisse, on tourne en Tesla, on les a en leasing et tout. Les Suisses encouragent beaucoup ça, il y a des stations partout. C'est une boîte qu'on aime beaucoup. Et puis en même temps, Tesla en ce moment est incroyablement attaqué. Musk, il est. Oui, mais Musk, il arrive après dans l'histoire de Tesla. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le sauveur. C'est celui qui rend les Tesla sexy. Très bien dit. Effectivement, c'est que c'est vrai. C'est à la fois sexy et puis surtout ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire n'aie pas peur. Que les premières voitures Tesla, elles avaient un côté un peu Batmobile. C'était donc je rappelle un peu l'histoire de Tesla. C'est vrai que c'est dit le mot Batmobile. Oui, parce qu'il y avait ce côté science-fiction. C'était le côté vaisseau spatial. Donc en fait, je rappelle donc l'histoire de cette marque créée en 2003 par un entrepreneur qui est très bien, qui s'appelle Eberhard, et qui, en gros, Eberhard, il se dit, je vais faire tourner des voitures sur des batteries d'ordinateurs. Au départ, c'est ça son idée. Il se dit, voilà, les ordinateurs portables, on fait déjà bien avant les téléphones. On est en 2003, les smartphones n'existent pas encore. Je pensais que c'était une légende, les batteries d'iPhone mises les unes à côté des autres. C'est la vérité. C'est pas des vraies batteries d'iPhone, mais c'est des batteries qui sont meilleures que les batteries d'iPhone. C'est ça qui est dingue aujourd'hui, c'est que Tesla dit, on est fabricant de batteries. On essaie de faire les meilleures batteries au monde parce que. Comme Bolloré. C'est vrai. Toute proportion gardée. Dans un autre style. C'est qu'effectivement, mais bon, c'est vrai que à une époque j'ai attaqué moi-même Bolloré, puis avec le recul je me rends compte qu'effectivement il y a un réalisme industriel dans son groupe qui est quand même plus subtil que ce que j'ai cru, donc je suis à deux doigts de m'amender sur ce coup-là, mais il y a deux modèles effectivement, le modèle Bolloré et le modèle Musk sont complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a un modèle où on loue les batteries parce que ça vaut une blinde et qu'il faut donc un groupe industriel complet pour les gérer, et puis il y a un autre modèle où on essaie de faire les meilleures batteries au monde, c'est le modèle de Tesla, mais alors effectivement Tesla comme entreprise, ne gagne pas d'argent.
Officiellement, ils pourraient en gagner. C'est ça tout le sujet. Ils en perdent même beaucoup. C'est comme c'est ce qui est dit dans le livre. Ils en crament méchant. Ils crament $157 par seconde, les Gugus. Donc ou non par minute. Excusez-moi. Le cash burn de Tesla, $157 par minute. Voilà. Ce que vous dites, c'est qu'il continue. Au contraire, ça peut paraître. C'est le supra-rationnel, ça, le management supra-rationnel. C'est clair que Tesla viole les manuels. Et donc c'est ce que vous avez dit, citant le livre. Dans la vie, le suiveur lit les manuels, le leader il les écrit. Et puis Musk pourrait rajouter, à chaque fois que vous lisez un manuel, vous saurez dans quel camp vous êtes. C'est violent. Mais là, je reviens des États-Unis. Je faisais une conférence à la Singularity University à San Francisco, et j'entendais un mec dire peut-être que mes enfants, c'est la dernière génération qui aura des diplômes. Voilà. Peut-être que c'est la dernière fois qu'une génération aura des diplômes, parce qu'aujourd'hui la connaissance est partout, donc les diplômes c'est peut-être dépassé. Qui disait ça? C'était Peter Diamandis. Wow. Peter Diamandis, le fondateur de qui est pas n'importe qui, qui est quelqu'un encore une fois dont les idées peuvent être discutées, mais c'est le fondateur de la Singularity University, qui est une université qui s'intéresse donc à ce qu'on appelle la singularité aux États-Unis. C'est le jour où les machines dépasseront l'homme, dont parle beaucoup Laurent Alexandre. Espèce de transhumanisme. Alors voilà, il y a aussi le transhumanisme. Alors les transhumanismes, il y a plein de versions du transhumanisme. Et la Silicon Valley, pour moi, elle est aussi un petit peu en train de partir en vrille pour ça. Il y a des tendances dans la Silicon Valley en mode venez, la mort de la mort, je vivrai 500 ans. J'entendais des gens dire ça à la Singularity University, dire je vais vivre 500 ans, voilà. Puis même moi, ils me posaient la question de dire alors Idriss Aberkan, qu'est-ce que ça vous fera de vivre 500 ans? Vous êtes mignon, mais c'est marrant. Il y a à peine 10 ans, Steve Jobs dans la Silicon Valley disait la mort est la plus belle invention de la vie, et puis maintenant vous dites ça, vous êtes sûr de votre coup. C'est un beau débat en ce moment, mais il faut que le public soit informé de ce débat, effectivement. Alors, on a ce Ebrard qui se fait voler sa voiture. Pas voler. Ouais, mais enfin, c'est un peu comme Xerox. Il le sent comme ça, ouais. Mais vous donnez des exemples dans votre livre d'entreprises qui finalement, alors Xerox, pile poil, c'est eux qui ont tout inventé, et on est parti avec l'argent de la vieille. Mais ils se sont tirés une balle dans le pied, les mecs, quand même. Il faut dire les choses. Xerox, c'est eux qui inventent le PC tel qu'on le connaît. C'est vrai. Avec l'écran, la souris, les fenêtres, c'est eux qui ont inventé. L'histoire de la souris, c'est génial. Moi, je connais. Ouais, c'est vrai. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube qui montre ça. Qui en parle. Ouais, c'est une vidéo extraite du film Les Pirates de la Silicon Valley. Elle représente effectivement la réalité, c'est-à-dire qu'on a les ingés de Xerox qui inventent la souris. En plus, parce qu'on a cette légende que c'est Steve Jobs qui a inventé ça, etc. Non, mais même lui, il avait dit que non. Mais il est vrai que Steve Jobs a rendu la souris accessible au public. Et Xerox n'aurait pas vendu la souris. Et le pire dans tout ça, c'est que si Apple ne leur avait pas piqué ça serait jamais sorti. Ce serait peut-être sorti 10-15 ans plus tard. L'intérêt général a été que cette technologie fuite. De toute façon, Xerox a eu sa chance. Xerox avait donc inventé la souris. Ça passe de main en main au conseil d'administration à New York, et puis le patron du conseil d'administration dit bon, vous imaginez quand même pas qu'on va vendre un produit qui s'appelle la souris. On est des gens sérieux chez Xerox. Et donc rappelez-vous, ridicule, dangereux, évident. Toute révolution passe par ces 3 étapes. Apple va tout piquer. Microsoft va tout repiquer à Apple, et effectivement Apple dira oh mon Dieu, Microsoft nous a tout piqué, et puis Bill Gates dira attendez, calmez le jeu. Vous avez tout piqué avec Xerox, on vous a tout repiqué, c'est bon, c'est de bonne guerre. Et c'est vrai, l'histoire de Microsoft qui pique tout à Apple, c'est juste, mais c'est que la moitié de la vérité. C'est-à-dire que la vraie vérité, c'est que Apple avait déjà tout piqué avec Xerox au départ. Alors, je reviens sur la partie entrepreneuriale qui est vraiment extraordinaire. Elle est assez courte par rapport au biomimétisme, etc. Et il y a la fameuse anecdote de Steve Jobs avec le... Ah ouais, oui, il jette l'iPod, c'est ça, voilà. Oui, il jette l'iPod dans l'aquarium. Ça, c'est quand même magnifique. Ouais, il y avait dans la Renaissance justement, il y avait un terme qu'on utilisait. Je raconte l'histoire pour les auditeurs. Je vous laisse leur raconter. Donc ils lui disent voilà, on a fait ce qui existe de plus petit au monde, on est les meilleurs et tout. Et puis il le prend, il le regarde et il le met dans un aquarium. Et il y a des bulles qui sortent. Il dit ben non, vous voyez, il reste de l'air, donc ça veut dire qu'il reste de la place. Réduisez encore. C'est vraiment un niveau parce que. Quelle est la sagesse en fait? Ce que j'ai relu après, je me dis parce qu'en plus vous dites que l'histoire est un peu comme un hadith, il est faux, mais en même temps on le cite. Qu'est-ce que vous voulez symboliser à ce moment-là en fait? Cette histoire est très certainement vraie. Alors, romancée sans doute, c'est bien vrai, sûr, mais très certainement vrai que Steve Jobs aurait vraiment balancé un iPod dans un aquarium. Enfin, le prototype, en plus, c'était le seul prototype. Il avait exigé des ingénieurs. Donc, les gars, ça faisait 18 mois qu'ils bossaient dessus. Ils étaient fiers d'eux. Et on a la même histoire. Alors, je sais pas, c'est une légende urbaine avec l'iOS qui se serait levé une nuit, qui aurait tout effacé. Ah, ça, je la connais pas. Alors, il s'est levé une nuit, il a eu un sursaut comme ça, et il arrive chez Apple, il efface tout l'iOS, qu'ils ont mis donc 3 ans ou 4 ans à construire, et il les attend le matin, il dit les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai effacé l'iOS, et la mauvaise, c'est qu'il vous reste 3 mois avant comment il s'appelle, les talks là où ils présentent. Et en fait, avant, l'iPhone était très compliqué, beaucoup plus comme un Samsung avec plein de fenêtres, mais ils n'ont pas eu le temps en fait.
Et lui ils lui ont dit mais pourquoi il disait parce qu'il y avait des lignes de code cachées qui étaient moches et ça se voit pas, mais moi ça me perturbe. Alors, et en fait ils ont tout codé. Même si cette histoire devait être fausse, je l'ai pas vérifié. Oui. Mais même si cette histoire devait être fausse, elle vaut effectivement la peine d'être racontée. Bien Il y a sûr. le côté légende, donc en latin légende ça veut dire qu'il mérite d'être lu, qu'il mérite d'être écouté. C'est pour ça que le texte sous une image dans un livre on appelle ça une légende. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de fée, mais c'est parce que ça mérite d'être lu. Rien que pour ça, elle mériterait d'être lue parce que c'est vrai que simplifier, c'était le métier de Steve Jobs. C'est pour ça qu'il a été traité d'imposteur au début de sa carrière, parce que les informaticiens à l'époque aimaient bien montrer qu'ils maîtrisaient, et donc ils aimaient bien surcomplexifier leur code. C'était une tendance, parce qu'il y avait le côté en gros mal alpha, on essayait de montrer un peu les uns les autres, un peu comme, je sais pas, un bartender qui ferait des acrobaties avec ses verres, ou bien un peu comme un motocycliste ou qui ferait une roue arrière. Enfin, il y avait le côté, fallait montrer qu'on maîtrisait. Et le problème, c'est que quand vous faites un produit, eh ben ça c'est pas la bonne façon de travailler. Il y a le KISS, il y a votre acronyme. Voilà, là, KISS, KISS et KIK. Alors et vous expliquez que c'est les Allemands, les Russes qui perdent la guerre justement parce qu'ils veulent trop faire les mal alpha, etc. Ils veulent trop faire les les Allemands effectivement bon, KISS et KIK, j'explique rapidement. Les Américains inventent un acronyme qui s'appelle KISS, Keep It Simple Stupid. Voilà, donc exactement. fais simple, puis fais simple abruti quoi, Keep It Simple Stupid. C'est vraiment une insulte pour que le mec s'en rappelle. Et moi je rajoute dans mon livre un autre acronyme que j'ai enseigné quand j'étais enseignant à Centrale, qui est KIK, Keep It Crazy Kid. Ah oui, sois fou mon enfant. Ouais. Et ça c'est l'inverse, c'est quand on essaie de faire une innovation de rupture, quand on essaie de faire un truc de dingue, là faut être fou comme un gosse. Mais quand on essaie de le transformer en produit vendable, industrialisable, là faut faire simple, il faut arrondir les bords, il faut faire simple. Et ça c'est dur, hein, c'est dur de faire simple. Il y a une citation d'ailleurs de quelqu'un qui dit le plus dur c'est justement de simplifier au maximum, aller en fin de je sais plus c'est quoi exactement. On attribuait faussement à Léonard de Vinci cette expression la simplification et la sophistication ultime. Voilà, mais c'est celle-là, exactement. C'est une citation qui est juste, elle est pas de Léonard de Vinci, mais elle est juste. Simplifier, c'est dur en fait. Et nous, évidemment, dans le monde universitaire, on est habitué à surcomplexifier son discours pour plein de raisons sociologiques que Bourdieu a très bien décrites dans son livre Homo Academicus. Et on est habitué à complexifier notre propos de façon artificielle. Et du coup, ça n'encourage pas l'innovation parce que pour faire un bon produit, il faut simplifier encore et encore. Il y a une grande vertu dans la simplification. On en revient à la simplicité finalement. À la simplicité, exactement. Voilà. Une base complexe et une issue simple. Ouais. Et c'est un des mérites du livre. Hein, je rappelle aux gens, je les incite vraiment à lire ce livre. C'est vraiment une bibliothèque d'Alexandrie et on passe vraiment, en fait, c'est vraiment de la simplicité parce que à un moment il y a cet acronyme la gigafuck qui est vraiment une accroche, ça réveille l'auditeur, donc ça fait un espèce de tiens qu'est-ce qui se passe, j'ai bien lu. Gigafuck, et après je suis même retourné en arrière. Est-ce que les initiales de Facebook, Google, ah ouais ça fait vraiment gigafuck. Et en fait après ça m'a vraiment incité à lire toute la suite. Et en fait c'était super bien placé au bon moment. C'est vrai que on avait beaucoup lu vite et après je me suis dit bon là j'ai un petit gigafuck, bam, coup de sursaut. Et puis après on a plein de passages comme ça et il y avait le fameux connard sphérique dans Libérez votre cerveau, voilà, qui venait. Et j'ai beaucoup aimé en fait ces notes de bas de page qui je trouve devrait carrément être un sous-titre qui vous dites. Alors c'était quoi? C'était vous dites faut faire attention sur les gros mots. J'ai plus la citation. Ah c'est Patton, ouais. Voilà. C'est le général Patton, donc la vulgarité, attention. C'est voilà. les pistes du discours, voilà. Et si on bon la profanité, comme disait le général Patton, ou la vulgarité, c'est l'épice du discours. Si vous en mettez trop, c'est écœurant, mais si vous en mettez pas assez, c'est fade. Et effectivement, Patton, le grand général Patton, il avait tendance à épicer pas mal ses discours à ses soldats. Et pour en venir à cet acronyme gigafuck, il cache quelque chose d'encore plus vulgaire en un sens, mais pas dans le sens du mot français, enfin du mot. C'est le fait qu'on collecte nos données et que nos données sont vendues. Aujourd'hui, la donnée, ça vaut plus cher que le pétrole. Ça, c'est une réalité. Ouais. Facebook vaut plus cher que... C'est l'économie de la connaissance. Bien sûr, suprême, ouais. C'est l'économie de la connaissance. La connaissance est supérieure à la donnée, c'est-à-dire, mais aujourd'hui, donc les données valent plus cher que le pétrole. Et si vous vendez des données, vous êtes plus riche que Total. Facebook est beaucoup plus riche que Total. Et en même temps, nous, les humains, on est des puits de données, mais on les vend gratos. C'est ça qui est choquant, c'est-à-dire que nos descendants, ils se rappelleront de cette époque comme d'une époque où on vendait notre pétrole gratuitement. Et c'est ça que j'appelle gigafuck. Waouh. L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive chez Robert Laffont, c'est le titre du livre d'Idriss Aberkane, notre invité jusqu'à 13h. À votre santé, revient dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Idriss Aberkane est notre invité à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive aux éditions Robert Laffont. Steve Abdelkarim est avec nous aujourd'hui. Je me suis pas servi de votre fiche Wikipédia pour faire votre présentation. C'est pareil, on parlait... Vous auriez pu. On parlait de ce qui était gratuit tout à l'heure. Et vous dites que finalement, Wikipédia, c'est à la connaissance ce que McDo est à la nourriture. Ce qui est dommage, parce que ça aurait pu être mieux que ça. Mais malheureusement, effectivement, aujourd'hui, il y a rien n'est gratuit. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille gratuitement, en fait, il a toujours une motivation. Et sa motivation peut être en matière de propagande, peut être en matière d'intérêt personnel. Et il est triste effectivement que l'encyclopédie collaborative en ligne soit devenue de cette nature. Cependant, et je le dis dans mon livre, parce que je parle de cette dynamique sociologique, en fait, de même que la mafia ne représente pas New York. Bon, c'est une réalité, la mafia ne représente pas New York, mais il y a une mafia à New York. Il y a 5 familles qui sont encore là et qui font du racket, etc. Et bien évidemment, la mafia sur Wikipédia ne représente pas tout Wikipédia. Mais il est tout à fait possible dans cette encyclopédie d'avoir du racket institutionnalisé avec des petits groupes en bande organisée qui vont vraiment essayer de racketter aussi bien alors des organisations que des personnes en nom propre. Et je me félicite moi-même de cela parce que Churchill disait c'est un honneur. C'est un honneur d'être attaqué. Et il avait tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est pas une médaille qui est conférée à tout le monde. Il y a tout un tas d'anonymes dans le courant de l'histoire qui n'ont pas reçu cette médaille et qui ont été anonymes précisément pour cette raison. Alors votre livre est un livre sur l'économie de la connaissance, mais quelle différence est-ce que vous faites entre la connaissance et l'information ? Il y a une très grande différence entre la connaissance et l'information, c'est que la connaissance est reproductible. C'est-à-dire que la connaissance, c'est un savoir-faire. Par exemple, le savoir-faire du feu, c'est de la connaissance, on peut le refaire. Et l'information n'est pas reproductible, c'est-à-dire que la une d'un journal, c'est de l'info, ça va pas se recommencer le lendemain. Les journaux n'ont pas la même une tous les jours. Eh bien, c'est la même chose. Donc, la différence entre l'information et la connaissance, c'est celle-là. C'est que la connaissance est reproductible et l'information, ce n'est pas reproductible. Pourquoi est-il faux de dire que finalement c'est dans la Silicon Valley qu'on sait le plus recycler le silicium ? Alors c'est pas comment ça qu'on sait le plus le recycler ? Le recycler physiquement ? Oui. Alors c'est faux, oui, parce qu'il n'y a pas de silicium dans la Silicon Valley. Oui, c'est ça que vous vouliez dire effectivement. Dans la Silicon Valley, et que finalement c'est dans la nature que finalement qu'on sait le mieux. Il y a ça aussi. Alors, c'est pas qu'on sait mieux le recycler, c'est effectivement qu'on sait mieux l'imprimer. Les meilleurs, la meilleure façon les meilleures dentelles en silicium, sont fabriquées dans la nature. Elles sont pas fabriquées dans la Silicon Valley. Et c'est tout le sujet du bouquin, c'est que la nature en fait est plus performante que la Silicon Valley. Quoi qu'il arrive. Oui, parce que la nature, elle innove beaucoup plus. La nature, elle craint pas l'échec, et donc elle fait des essais-erreurs en permanence. Et du coup, elle innove beaucoup plus intensément que la Silicon Valley. On le voit avec Apple, qui bien entendu s'inspire de la nature pour ses puces inspirées de neurones, dites neuromorphiques. Apple qui va acheter une technologie d'écran inspirée des ailes de papillon. Apple qui va étudier les plumes de la chouette effraie, parce que la chouette effraie a un vol très silencieux. Eh bien, en étudiant ces plumes, Apple et d'autres sociétés arrivent à faire des ventilateurs pour composants électroniques très silencieux. Donc oui, la nature est plus brillante que la Silicon Valley. Et vous dites que la nature, finalement, et nous sommes entourés de problèmes que la nature a déjà résolus. Oui. Et qu'il suffit de s'inspirer de ces problèmes. À chaque fois que l'humain est confronté à un problème, il y a de fortes chances que la nature l'ait résolu avant lui. Et parce que la nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle est là, donc elle résout des problèmes. Et du coup, plutôt, c'est ça qui me fait marrer d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'espionnage dans la Silicon Valley, dans le monde entier, il y a l'espionnage industriel. Donc les entreprises s'espionnent les unes les autres, Facebook espionne Google, qui espionne Microsoft ou vice-versa, qui espionne Apple, etc., qui espionne Samsung, qui espionne Baidu. Et entre eux, ils dépensent des fortunes pour s'espionner, et les pays aussi, alors que la nature est beaucoup plus innovante que eux tous, et personne ne l'espionne, la nature. Pourquoi ? Parce qu'elle est ouverte. Et c'est ça la beauté de la chose. Et je me rappelle d'un général chinois qui devait défendre une ville, et puis il n'avait que 100 personnes, alors qu'en face, il avait des armées, 10 000, 15 000 personnes. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il ouvre grand les portes de la ville et il met des gens qui jouent du luth à l'entrée, devant l'armée, comme ça. Il ouvre grand les portes et il met des gens. C'est une histoire vraie, c'est pas une légende. C'est Sun Tzu, il me semble. Et je crois pas que ce soit Sun Tzu, parce que Sun Tzu, justement, on n'a pas beaucoup de preuves, de traces historiques de lui, de ses vraies batailles, Sun Tzu. Et là, c'est justement un général qui était un grand fan de Sun Tzu, mais dont on a beaucoup de traces historiques, on connaît le nom, etc., à qui il avait épousé et tout. Alors que Sun Tzu, non. Mais il ouvre les portes et il fait la fête et tout.
Et là, l'armée en face décide de ne pas rentrer. Parce qu'ils ont peur, ils se disent c'est un piège. Ouais. C'est un des plus grands coups de bluff de l'histoire. Et la nature, c'est vraiment ça, c'est elle est grande ouverte. Et du coup, on va même pas l'espionner. Vous avez parlé tout à l'heure d'être attaqué comme ça. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est la maladie du reste à ta place. Oh oui, oh que c'est français cette maladie. C'est vrai que j'ai fait un rap là-dessus. Hein. Donc vous aurez un rap qui est déjà sur YouTube avec Lord Esperanza, un rappeur français que j'aime énormément. Et j'ai produit un rap avec lui, dont le titre est Reste à ta place. Ouais. Et la première citation de ce rap, c'est: la liberté, tu peux la décréter. L'égalité, tu peux la décréter. Mais la fraternité, tu la décrètes pas. Et si tu veux détruire les trois, il y a un moyen très simple pour ça, c'est la maladie du reste à ta place. J'ai grandi en banlieue, moi-même. Et voilà, le banlieusard, faut savoir, en France, on lui dit, tu n'es pas parisien. Tout à fait. Toute ma vie, ça a été ça. C'est-à-dire, j'ai fait Normal Sup comme banlieusard. Je n'étais pas fonctionnaire, donc t'es pas un vrai normalien. Le banlieusard à Paris, c'est pas un vrai Parisien. Hein. Alors que n'importe quel Anglais, n'importe quel Américain, n'importe quel Suisse, mais tu es Parisien, tu vis à Paris. D'ailleurs, à Londres, mais c'est le Grand Londres. Donc dans le Grand Londres, il n'y a pas de banlieusard, et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup moins d'exclusion à Londres. Mais c'était où votre banlieue, Idriss? Alors moi, j'ai grandi à Chevilly-la-Rue. J'ai grandi à Chevilly-la-Rue, et effectivement, oh Dieu, combien de fois on m'a dit, tu n'es pas un vrai Parisien. Ça, c'est la maladie française du reste à ta place. Et on pourrait l'analyser d'un point de vue sociologique, hein, sur l'origine du métro. Vous savez, la différence entre le métro londonien et le métro parisien, c'est que le métro parisien est très dense. Il s'arrête tous les 500 mètres. Et ça fait que l'injection banlieue Paris est beaucoup plus longue, parce que quand vous avez plus de stations, l'injection banlieue Paris prend plus de temps, alors qu'à Londres, eh bien, le métro avait été créé non pas pour le tourisme, il avait été créé pour l'industrie, et donc c'est 2 kilomètres à travers chaque station, et ça fait que même la banlieue très lointaine a accès aux emplois du centre-ville, et donc ça réduit considérablement l'exclusion. C'est pour ça que Londres est une ville beaucoup plus intégrée que Paris, c'est pour ça que le Grand Londres n'est pas du tout un vœu pieux, le Grand Londres c'est une profession de foi. Enfin, pardon, le Grand Paris, c'est une profession de foi. Le Grand Paris, c'est oui, on va le faire. Bah, j'attends encore. Et tous les banlieusards l'attendent encore, ce Grand Paris. Ils attendent encore les banlieusards de pouvoir mettre Paris sur leur CV. C'est vrai. Parce qu'au fond, c'est ça l'histoire. C'est vous mettez Paris sur votre CV, on vous dira que vous avez un faux CV. C'est exactement le genre d'affaires qui m'est arrivé. Ce sont comme ça des manipulations du même genre, de la même nature. Concrètement, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire vous êtes dans la banlieue d'une appellation. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, moi, je suis docteur de l'école polytechnique. Eh bien, je me suis battu pour conserver ce titre, docteur de l'école polytechnique. Pourquoi? Parce que l'école polytechnique avait fusionné avec l'université Paris-Saclay. Et donc, elle a dit à l'époque, eh ben, non, c'est un doctorat de l'université Paris-Saclay. Oui, vous avez fusionné, ça me regarde pas. Ouais. Moi, j'ai été sélectionné par vous, j'ai payé mes droits d'inscription, je suis docteur de l'école polytechnique et je le revendique. Il faut savoir se battre. Et c'est ce que j'ai envie de dire à tous les banlieusards, justement, qui m'écoutent, parce que je viens de là, moi. Il faut qu'ils se battent contre cette maladie française du reste à ta place, qui est véritablement la pathologie la plus grave de ce pays. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup vu en fait dans beaucoup de revues aux États-Unis, c'est le fameux mythe du génie. Il y aurait des gens qui naissent génies et puis les autres doivent absolument rester à leur place. De toute façon, c'est ce que je crois que c'est Carol Dweck, le growth mindset, fixed mindset, etc. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces jeunes finalement qu'on voit c'est des talents gâchés, ils sont dans la banlieue de leur excellence alors qu'ils puent le talent en fait, et qu'en les polissant un peu, ça devient des diadèmes qu'on peut sertir. C'est une très belle expression, qui pue le talent. En fait, il y a cette notion des énergies qui explosent plutôt que d'être utilisées. Et vraiment, bon, la banlieue parisienne, c'est vraiment, enfin les banlieues françaises, il n'y a pas qu'à Paris, mais les banlieues françaises, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est un réservoir de talent extraordinaire. Rafik Smati en a très bien parlé. Et malheureusement, il y a cette prophétie autoréalisatrice dont je parlais dans mon premier livre, Libérer votre cerveau. Bah là, ils sont en prophétie autodestructrice. Oui, autodestructrice du coup, c'est-à-dire le syndrome de l'éléphant qui est attaché, qui se dit je peux pas sortir, je peux pas, parce que tout vous dit en fait quand vous êtes dans les banlieues françaises, tout vous dit tu peux pas, c'est la résignation, tu vas pas y arriver, tu peux pas, reste à ta place justement, t'es là, écoute, t'es un banlieusard, soit. Par exemple, j'aime bien l'histoire de Sher Modibo Diarra. Sher Modibo Diarra, donc c'est un fantastique scientifique qui a été patron de la section navigation interplanétaire à la NASA. Donc, le mec qui coordonnait des missions spatiales, malien, né au Mali, fait ses études en France, et là clairement, on lui dit mec, bon d'abord il échoue encore. Oui, il devient président après. Non mais ça c'est après. Ouais. Je parle de lui dans mon livre, c'est pour ça que pour revenir sur le bouquin, je parle de lui dans mon livre Sher Modibo Diarra, il échoue. Et on lui dit concrètement, et lui va dire ça dans ses interviews, il va dire en France, je n'étais rien. En France, je n'étais rien. Et oui, il part aux États-Unis. Il part aux États-Unis comme serveur. Le mec, il est serveur. Et là, il est repéré par les chasseurs de tête de la NASA.
et sa carrière explose. Et c'est un comme on dirait ici dans le langage des rappeurs de banlieue, c'est un gros black qui a pas du tout l'air d'être. Il y a sa photo sur internet. Ouais, on voit sa photo. Costume, on dirait Shaquille O'Neal. En fait, non, mais le pire, c'est qu'on lui a proposé d'être vigile de supermarché. Et ce mec, ça c'est l'histoire de la France, c'est-à-dire que ce cher Modibo Diarra. Et c'est là que malheureusement la France a déconné. C'est que loin de s'excuser, regardez, je veux dire bon là vous avez déconné, il faut arrêter ça. Loin de s'excuser quand il se présente aux élections présidentielles au Mali, cher Modibo Diarra, la France finance un coup d'État contre lui. Wow. Ça c'est quand même quelque chose qui est choquant. C'est-à-dire que jusqu'au bout, la France aura empêché cet homme d'émerger jusqu'au bout. Eh bien, il y en a d'autres, des comme ça. Il y a notamment Elias Zerhouni. C'est Elias Zerhouni qui a été patron du National Institute of Health aux États-Unis. C'est infiniment supérieur à l'INSERM, le NIH. Eh bien, Elias Zerhouni, patron du NIH aux États-Unis, qui revient en France plus tard comme auditeur pour faire l'audit de la recherche française. C'est superbe. Ce type avait candidaté, il est algérien. Il candidate. Alors, je sais plus si c'était au CNRS ou à l'INSERM. Il candidate et on lui dit, mais c'est pas sérieux. Je veux dire, qui vous êtes, monsieur Zerhouni? Bon, vous n'avez pas le niveau pour intégrer notre prestigieuse organisation. Eh bien, Elias Zerhouni part aux États-Unis, devient le patron du National Institute of Health, le plus grand institut de recherche médicale au monde, face auquel, évidemment, le CNRS et l'INSERM ne sont que des minuscules filiales de province. Eh bien, il revient en France pour faire l'audit. Et quand il arrive comme président du conseil d'audit de ces organisations, il leur dit, les gars, vous vous rappelez peut-être pas, vous me déroulez le tapis rouge aujourd'hui, mais vous m'aviez dit que je n'avais même pas le niveau pour travailler chez vous. Cette maladie profonde du reste à ta place en France, il faudrait la soigner. Et elle est très bien expliquée dans le livre avec Céline Alvarez, avec beaucoup d'exemples. Avec oui, je parle de Céline Alvarez, qui est un autre cas du reste à ta place, effectivement. C'était un génie absolu que la France a détruit. Oui. Très très bien expliqué dans le livre, en tout cas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est celui qui a pris le plus de claques qui gagne à la fin? Toujours. Ça, c'est toujours. Et c'est dans la Silicon Valley, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous regardez Airbnb, Airbnb a fonctionné précisément parce que c'est eux qui ont pris le plus de claques. Vous regardez Apple a failli mourir 2 fois. Vous regardez bien entendu Tesla, ils sont en permanence sur la margelle glacée de la mort, comme dirait Richard Francis Burton, un autre explorateur qui a pris énormément de claques. À la fin, effectivement, c'est ce que disait Churchill. Véritablement, à la fin, le succès, c'est la grande citation de Churchill, le succès, ça consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Finalement, l'intelligence aujourd'hui, c'est la seule matière bancable. Et partout. Bah ça c'est clair. Regardez, il y a ce cas que j'aime beaucoup. La péninsule coréenne, qui est divisée encore aujourd'hui entre le nord et le sud. Où sont les matières premières? Au nord. Le nord a toutes les matières premières. On estime qu'ils ont plus d'1 trillion de 1000 milliards de dollars. 1 trillion dans le sens américain. 1000 milliards de dollars de matières premières dorment dans le sous-sol nord-coréen. Est-ce que la Corée du Nord est un pays riche? Réponse, non. Où sont les matières premières dans le Sud? Il n'y en a aucune. La Corée du Sud n'a pas de matières premières. Qu'est-ce qu'elle a par contre? Elle a du cerveau. Et ça, c'est typiquement le message d'ailleurs que je vais porter en Algérie dans peu de temps. Je ferai le Brain Event en Algérie dans peu de temps. C'est quand? Alors là, comme ça de tête, c'est en octobre 2-3. Vous savez, à vous de le savoir, c'est vous les journalistes. C'est à vous de savoir le Brain Event. Sortez votre téléphone là, puis s'il vous plaît pendant que je discute, si vous voulez bien me retrouver la date du Brain Event. C'est en octobre en tout cas à Alger. Et le message que je porterai là-bas, ce sera précisément que, évidemment, l'Algérie a des matières premières, elle a du gaz naturel, elle a du pétrole, etc. C'est très bien tout ça. En aucun cas, c'est mal d'avoir des matières premières. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser au maximum comment dire, le jus de cerveau. Voilà ce qu'on a. J'aime pas trop cette expression. C'est pour ça que j'ai un peu bégayé avant de la dire. C'est pas une expression qui me plaît. Du jus de crâne, comme vous dites. Le jus de crâne. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé. Jus de crâne, c'est les consultants qui appellent. Mais j'aime pas cette expression. Cela dit. L'Algérie, par exemple, ça reste le pays le plus grand du continent le plus jeune. Et le pays le plus grand parce que ça y est, depuis la partition du Soudan, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et l'Afrique c'est le continent le plus jeune. Mais arrêtons sur le nationalisme, Algérie, Maroc, c'est pas mon sujet. L'Afrique, en particulier l'Afrique du Nord, mais pas que, l'Afrique est un continent riche de ressources, mais c'est un continent jeune. C'est le continent, l'Afrique, qui est à la fois le plus jeune et le plus vieux sur Terre. C'est le continent le plus vieux, parce que c'est de là que vient Homo sapiens sapiens.
et en même temps c'est le continent le plus jeune, puisque c'est de là qu'il y a le plus de jeunes au monde. C'est le continent qui a la pyramide des âges la plus jeune. Alors c'était quand le Brain Event? Alors c'est octobre. le 10 et 11 octobre, 10 et le 11, premier voilà. Brain Event. Voilà, le 10 et 11 octobre, le premier Brain Event à Alger. Ça, c'est vraiment une grande première. Et j'aurais bien entendu l'honneur d'en être. Je ne sais pas si j'y serai année après année, mais j'aurai l'honneur d'en être. Par exemple, aujourd'hui à Paris, vous avez la Biomime Expo, et j'avais bien entendu eu l'honneur d'en être un des inaugurateurs pour la première. Maintenant, je suis ravi. Elle vole de ses propres ailes, cette belle Biomime Expo, mais elle a lieu. Mon livre parle de biomimétisme. Je suis ravi qu'elle soit à Paris. Maintenant, je vais vers d'autres terres pour inaugurer d'autres expos, et le Brain Event en Algérie est le nouvel événement dont je serai honoré de l'inaugurer. Bien, et votre nouveau livre vient de sortir, s'appelle L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive, audition Robert Laffont. Merci de vous être arrêté ce matin, Idriss Aberkane. Merci pour à vous. nous consacrer 1 heure de votre temps. Merci Steve d'avoir été avec nous également. Merci, à bientôt. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.